parle de la ville de Cincinnati et les Bengals. Saison très décevante l'année dernière. Blessure à Joe Burrow. Encore une fois, la défense était historiquement mauvaise, une des pires de l'histoire de la NFL. Et Zach Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals, est le seul entraîneur de la division qui a été en mesure de conserver son emploi puisque les trois autres formations ont procédé à des congédiements une fois que la saison s'est terminée. Alors, Zach Taylor, qui ne fait pas nécessairement l'unanimité à Cincinnati, il a toujours l'excuse de dire que Joe Burrow, bon, était blessé. Moi, j'ai bien hâte de voir ça cette année, là. Zach Taylor. On sait que les Bengals, c'est une organisation qui est cheap. Hein? On est proche de nos sous. Le propriétaire, il n'aime pas payer des entraîneurs qui ne sont plus à la barre de son équipe. C'est la raison pour laquelle moi je crois, je ne sais pas ce qui s'en passe, mais Zach Taylor, il a une bonne sécurité d'emploi avec les Browns, tout simplement parce que eux, ils ne veulent pas se retrouver à payer deux entraîneurs-chefs en même temps. Là, on avait une question de Joël Chevary que sur Facebook, puis t'as quasiment tout dit ce que tu avais à dire, qui nous demande est-ce que justement Zach Taylor vit sur du temps emprunté, à partir de quel moment et quelle fiche lui ferait perdre son boulot. Donc, si je viens de comprendre ton argument, Didier, il n'y a pas de temps emprunté, là. Zach Taylor est là ad vitam aeternam parce qu'on est cheap, c'est ça? Ben, c'est seulement ça du côté des Bengals de Cincinnati. Les Bengals font des choses qu'aucune autre équipe de la NFL, aucune autre organisation fait. C'est la raison pour laquelle, ben, c'est ça, les Bengals n'ont pas de succès, là, malgré tout le talent qu'on a du côté de l'attaque. Tu sais, tu vas me dire, bon, OK, Joe Burrow s'est blessé l'année dernière, mais tu sais, il y a des choses qui tournent par rond à Cincinnati, là, depuis toujours, là, depuis que je regarde le football. Là, c'est aussi simple que ça. C'est la famille Brown qui est propriétaire. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question de Joël, ben non, je ne crois pas que Zach Taylor vit sur du temps emprunté. Si moi j'étais propriétaire des Bengals, oui, je te dirais que oui, absolument. Zach Taylor a besoin de mener cette équipe-là en éliminatoire pour sauver son emploi cette année. Mais du côté de l'organisation des Bengals, c'est ça. On fait les choses à notre façon, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, je ne crois pas que Zach Taylor vit sur du temps emprunté, malgré le fait que pour moi, ben, c'est un entraîneur-chef qui laisse à désirer. Tu sais, il est chanceux là, d'avoir hérité de Joe Burrow, Jamar Chase et compagnie. Mais c'est ça. Tu sais, il est chanceux, Zach Taylor. Moi, je ne suis toujours pas convaincu. En fait, je ne crois pas qu'il est un grand entraîneur-chef, là. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mine de rien, ça fait 3 ans qu'on rate les éliminatoires à Cincinnati, peu importe la raison, là. Mine de rien, un entraîneur-chef, c'est facile de Mhm. blâmer ça sur l'état de santé de Joe Burrow ou de nos vedettes en attaque en général. Depuis 2019, Didier, lors des semaines 1 à 5 d'une saison, la fiche des Bengals, 11 victoires, 23 défaites, un verdict nul. C'est le troisième pire dossier de la NFL durant cette période-là, derrière les deux équipes de New York, les Giants et les Jets. Donc ça, c'est une Wow. statistique pour moi qui est révélatrice quand même. On a historiquement des lents départs. Tu sais, tu te souviens, au départ, on disait, bon, il ne faisait pas jouer ses partants durant les matchs préparatoires. Finalement, l'année dernière, les partants ont joué, ça n'a pas changé grand-chose. Puis Joe Burrow s'est blessé Mhm. rapidement. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir moi aussi Zach Taylor. Je pense qu'il est bien en selle, mais je suis d'accord qu'il y a de la pression en ce moment. Parce que justement, tu as dit, ça m'amène à te parler de la défense. Tu as dit, Didier, du niveau des Bengals, qu'on n'est pas dépensier, qu'on dépense pas nos sous, qu'on est grippe-sous. Mais là, justement, on a décidé de dépenser en défense cette année pour l'améliorer rapidement. Puis justement, on a été chercher un gars comme Dexter Lawrence. Puis on a une question sur Dexter Lawrence. Je reviens par la suite. On a décidé justement d'aller chercher Dexter Lawrence, de le payer. On a été chercher Jonathan Allen, Boy Maffei, Brian Cook, Carl Duggar. On a dépensé là, en défense cette année, Didier. On n'avait pas le choix, Marc-André. Il fallait là, dépenser. Cette défense-là, écoute, c'était une farce l'année dernière. Tu sais, si on avait accordé, écoute, on accordait plus de 30 points par match, je crois, en moyenne. Alors, tu sais, du côté de cette unité défensive-là, tu sais, si on peut euh, pas être 32e ou 31e, là, si on peut juste être 16e, au milieu de peloton, il me semble que Bro peut rester en santé. Il me semble qu'on devrait être en mesure de se qualifier pour les éliminatoires. Tu sais. Oui, on a essayé de rehausser le niveau de talent. C'est à mentionner les acquisitions qu'on a faites. Dexter Lawrence, lorsqu'il joue son meilleur football, possiblement dans le top 3, dans le top 4 à la position de plaqueur. Là. Tout un joueur peut reculer à pochette, récolter des sacs, presque pas dépassable contre le jeu au sol. Il est tellement imposant physiquement. Puis, mine de rien, c'est ça. Là, avec l'arrivée de Maffei, Miles Murphy, il n'a pas connu une mauvaise saison. Il ne faut pas oublier le choix premier ronde l'année dernière chez Mars Stewart. On l'a presque pas vu durant l'année, mais il demeure un joueur de talent.
Il y a Cassius Howell, tu sais, qu'on a repêché quoi en deuxième ronde, si je me souviens bien. Bon, lui, Mhm. qu'est-ce qu'on lui reprochait? C'est la longueur de ses bras. Il a les bras très courts, mais c'est un chasseur de cœur qui a été productif au football universitaire. Donc, il y a quand même du talent du côté de cette défense-là. Là. On a amélioré, je veux dire, le niveau de talent. Position de maraudeur avec Cook et Dogger, qui sont des vétérans. Donc, ça devrait stabiliser la tertiaire du côté des Bengals de Cincinnati. Bref, la défense ne peut pas être aussi pire que l'année dernière, d'aucune façon. C'était une farce, cette défense-là. Je me souviens toujours du match contre les Bears de Chicago. On s'échangeait l'attaque. C'était complètement ridicule. Il y avait zéro défense dans ce match-là. Alors, j'ose croire que l'unité défensive, en théorie, devrait être meilleure parce qu'elle ne peut pas être pire qu'elle ne l'était la saison dernière. 30e pour les points par match en 2025 et 31e pour les verges allouées par match, les Bengals. Et on pourrait voir le tableau des départs arriver également. Et je vais te lancer sur la question de Dexter Lawrence qu'on a reçu de Nico Baudouin 08 via Instagram. Mais juste avant, oui, on voit le départ Trey Hendrickson. On va reparler dans la rubrique des Ravens tout à l'heure. De Trey Hendrickson, mais c'est le gros départ et la grosse arrivée, c'est Dexter Lawrence. C'est justement la question de Nico Baudouin 08 sur Instagram. Pensez-vous que l'ajout de Dexter Lawrence va stabiliser la défense des Bengals? Et est-ce que vous auriez fait cette transaction? Ça, c'est intéressant comme question. Ouais, merci beaucoup, Nico. Oui, j'aurais fait cette transaction parce que c'est quoi? On a donné le 10e choix du dernier repêchage afin d'amener Lawrence à Cincinnati. Dexter Lawrence, il est meilleur que le joueur qui a été repêché au 10e rang. Tu sais, c'était pas une grande cuvée, ce repêchage de 2026. Alors oui, moi, je suis en faveur. Puis il fallait faire ça du côté des Bengals parce que on ne fait pas juste se fier à amener des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience. On l'a fait par le passé. Parce que ça, c'est une des choses qui me dérange du côté de Cincinnati. Marc-André, c'est qu'on en a utilisé des ressources au niveau du repêchage du côté de notre défense. Puis on n'a pas développé ces joueurs-là qu'on a repêchés. Tu sais, j'en parlais tout à l'heure là, avec les Browns. C'est une chose de repêcher des joueurs, mais il faut les développer. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas fait au niveau du groupe d'entraîneurs de Zach Taylor lors des dernières années. Alors là, on est allé chercher un vétéran qui nous a prouvé qu'il est parmi les meilleurs, parmi l'élite à la position de plaqueur. Mais ça va prendre plus qu'un joueur pour stabiliser cette défense-là afin de répondre à la question de Nico. On vient de mentionner les autres acquisitions. On a amené justement d'autres vétérans aussi. Alors, je pense que c'est l'addition de tous ces vétérans-là qui va permettre de stabiliser, du moins c'est le plan des Bengals. Ils espèrent que l'ajout de ces vétérans-là pourront stabiliser leur unité défensive. Si on parle de l'attaque maintenant, elle est explosive, on le sait, avec Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins en tête. Joe Burrow, Didier, je ne sais pas si tu as vu les commentaires qu'il a dit. Il dit, premièrement, les 11 partants qui étaient là l'année dernière sont de retour pour les Bengals. Ouais. Donc, il va dans la continuité. Et Joe Burrow a mentionné que cette équipe-là des Bengals en 2026 a des similitudes avec l'équipe qu'il avait à LSU en 2019, qui a gagné le championnat national. Est-ce que Joe Burrow a trop parlé? Mm. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là? Ça met de la pression sur Joe Burrow, sur justement Zach Taylor, pour boucler la boucle avec Zach Taylor. Mais oui, est-ce qu'on est une équipe aspirante au Super Bowl? C'est un peu ça que Joe Burrow essayait de nous dire. D'accord. Qu'est-ce qu'on répète continuellement? On le disait lors du dernier mois, au mois de juin. On est juste au mois de juin, tout le monde a de l'espoir. Là, on est au mois de juillet, on est juste au mois de juillet, tout le monde a de l'espoir. Là, tout le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent. Écoute, comparez ça à l'attaque de LSU. Bon, OK, c'est vrai, il y a deux éléments qui faisaient partie de cette attaque-là, Joe Burrow et C'est Jamar vrai. Chase, qui sont avec les Bengals. Ben, c'est l'attaque la plus prolifique de l'histoire du football universitaire américain. Là. Wow, 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 Joe, on va se calmer. Là. Tu sais, puis j'ai encore des questions concernant la ligne à l'attaque des Bengals. Ça, c'est un problème. C'est un thème récurrent depuis le début de la carrière de Burrow avec Cincinnati. Oui, la ligne d'attaque est moins pire qu'elle ne l'était, mais encore une fois, Burrow se fait frapper et Burrow, des fois, il retient le ballon un peu trop longtemps. Tu sais, ça permet à ses receveurs, à Higgins, à Chase, de se libérer par moment. Mais aussi, le résultat sont des sacs aussi à d'autres moments. Donc, il y a ça à dire. Mais écoute, cette équipe-là n'a pas de défense l'année dernière. Alors, avant de la comparer à une des plus grandes équipes du football universitaire américain, un instant, Joe, là, je ne vais rien lui enlever. Oui, l'attaque a un grand potentiel, mais est-ce que tout d'abord, Joe Burrow peut rester en santé d'abord et avant tout? Ça, c'est la question qu'on se pose à tous les mois de juillet avant le début des camps d'entraînement. Puis il nous a prouvé qu'il est incapable de le faire. Alors, ça va commencer par ça d'abord et avant tout, parce qu'on a vu l'année dernière sans Burrow, on n'était pas compétitif parce qu'on n'était pas capable d'arrêter personne aussi.
du côté de la défense. Bon, on était compétitif un petit peu avec Joe Flacco lorsqu'on avait signé Joe Flacco là, en désespoir Ouais, de c'est vrai. cause. Puis tu vois, on l'a ramené comme quart suppléant, substitut à Joe Burrow. Ça, c'est peut-être une bonne chose parce qu'on a vu qu'avec Joe Flacco, l'attaque fonctionnait. Joe Burrow a quand même raté 9 matchs la saison dernière et on a vu que c'était le jour et la nuit. Là. Le carrousel de carrière qu'on a eu, quoi, Jake Browning et des noms comme ça. Mais oui, avec Joe Flacco, je suis quand même. euh, moi, je suis quand même optimiste s'il arrive quelque chose à Joe Burrow, que l'attaque va quand même fonctionner. On a fait des changements en défense, comme tu viens de le mentionner. La ligne à l'attaque, on se base surtout sur la continuité. C'était pas une grande ligne à l'attaque, mais si on apprend à jouer ensemble, à communiquer ensemble, Orlando Brown, entre autres, là, Dylan Fairchild, Ted Karras, Dalton Risner, Marius Mims, entre autres, ça peut peut-être donner des belles choses. Est-ce que je saute tout de suite à la question de Benoît Roux sur Facebook qui nous demande: Salut les gars, croyez-vous que Chase et Burrow vont finir leur carrière avec les Bengals? Et est-il possible qu'ils gagnent un championnat dans les prochaines années? Ben, ça vient de répondre un peu on a répondu un peu à la question. Joe Burrow pense que c'est cette année. Mais est-ce que Chase et Burrow vont terminer leur carrière avec Cincinnati? Ils vont gagner un Non, championnat ensemble, non, c'est selon toi? non, non. Alors, si j'ai à parier, Non? c'est non. Je parie sur non. Je parie sur non, parce que historiquement, quand tu regardes les Bengals de Cincinnati, Euh, tu sais, des fois, on assiste à des divorces. Je me souviens à l'époque, Carson Palmer avait dû faire semblant qu'il voulait prendre sa retraite, tu sais, finalement, pour que les Bengals l'échangent. Tu sais, lui, il n'était plus capable. En fait, je pense même qu'il avait pris sa retraite pour se sortir de Cincinnati. Il faudrait que je regarde. Mais il y a cette historique-là. Tu sais, je te parlais de la famille Brown qui est propriétaire de l'équipe. Je peux pas leur donner le bénéfice du doute. Tu sais, puis Joe Burrow, souviens-toi, à un certain Hmm. moment, l'année dernière, tu sais, il était allé de commentaires, puis on se dit: Hey, qu'est-ce qu'il vient de dire là, là? Tu sais, est-ce Ouais. qu'il aimerait être échangé des Bengals? Et tu t'en souviens, là? Tu sais, il était morose, puis après ça, il s'est repris quelques jours plus tard. Mais tout ça pour dire, si j'avais à parier, ben, c'est sûr que je ne vais pas parier en faveur des Bengals de gagner un Super Bowl éventuellement et que Chase et Burrow jouent toute leur carrière à Cincinnati. J'ai vu ça trop de fois, tu sais, des joueurs vedettes quitter les Bengals au fil du temps. Alors, c'est ça, pour répondre à la question de Benoît, non, je ne crois pas que Chase et Brown vont terminer, et Chase et Burrow vont terminer leur carrière avec les Bengals de Cincinnati. Puis je vais même aller plus loin, ils ne gagneront pas un Super Bowl à Cincinnati. Moi, je suis prêt à le dire déjà. De toute façon, j'ai l'histoire des Bengals en ma faveur. Thierry Douville sur Facebook nous demande: Considérant les ajouts et les changements chez les Bengals, sont-ils selon vous les favoris pour remporter le titre dans le nord de l'AFC? Merci Thierry pour ta question. Je veux dire que non, pour le moment, moi, je ne peux pas endosser les Bengals. Puis je sais du côté de l'attaque, tu sais, tu as mentionné, c'est un bon point. Tous les partants sont de retour en attaque. On devrait en marquer des points si on reste en santé, bien sûr. Mais je vais avoir besoin de voir que cette défense-là est améliorée. Tu sais, avant de croire que les Bengals pourraient connaître une bonne saison, je peux me l'imaginer. Je peux voir le scénario où justement, tu sais, la défense, sans être exceptionnelle, mais juste être améliorée, peut-être au 20e rang. Tu sais, je disais en milieu de peloton, ça se classe juste au 20e rang de la NFL. Et que l'attaque fonctionne à plein régime. Les Bengals devraient participer aux éliminatoires. Mais est-ce que cette défense-là peut être améliorée? Tout part de là pour moi, là, afin de croire que les Bengals ben, peuvent retourner à l'éliminatoire pour la première fois en 4 ans. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'ils vont gagner le titre dans le nord de l'AFC parce que justement, on a fait des additions. Tu sais, on a parlé de Dexter Lawrence, on a parlé de Jonathan Allen. C'est des bons joueurs de football qui n'ont jamais rien gagné, qui ont des choses à prouver. Puis je pense que justement, il y a la pression avec ces commentaires-là. Joe Burrow a mis de la pression sur l'équipe, sur l'état-major, sur Zach Taylor pour boucler la boucle avec la discussion du début aussi. Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce qu'il y a un siège éjectable? Je pense que la fenêtre est ouverte. Je pense qu'on joue le tout pour le tout. Puis la transaction de Dexter Lawrence, c'était ça. On y va pour cette année. C'est le moment. Puis je pense que si justement, un peu comme toi, là, pour prendre tes mots, je pense que si la défense est juste ordinaire, les Bengals vont être une force dans l'association américaine. Parce que pour moi, les Bengals, c'est un peu comme les Cowboys de Dallas, de l'association américaine. On a une grosse attaque. Et Hmm. si la défense, qui était médiocre, peut juste être ordinaire, on peut aspirer à de belles choses, selon moi.
Ah, c'est vrai que c'est un peu un copier-coller avec les Cowboys, là. C'est une bonne comparaison, ça, Marc-André. Bon, le moment est venu de jeter un coup d'œil à l'over-under. Plus ou moins combien de victoires pour les Bengals de Cincinnati? Ben alors, over-under est établi à 9 victoires et demi, Marc-André. 9 victoires et demi. En 7 saisons sous Zach Taylor, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 7 saisons que Zach Taylor est à la barre des Bengals. Wow! Les Bengals ont connu 2 saisons de 10 victoires ou plus. Alors, plus ou moins 9 victoires et demi pour les Bengals. Écoute, je vais y aller en premier si tu me le permets. Je vais dire moins. Si je veux être conséquent avec tout ce que j'ai dit, je ne peux pas dire plus. Je vais dire moins. Je peux voir les Bengals gagner 9 matchs, ce qui veut dire qu'ils termineraient la saison quand même avec une fiche gagnante, 9 victoires, 8 défaites. Ça peut être suffisant afin de participer aux éliminatoires. Mais pour donner 10 victoires ou plus à Cincinnati, j'ai besoin de voir que la défense va être, comme tu dis, qu'elle ne sera pas atroce, qu'elle va être juste être correcte. Et je ne suis pas certain que ça va être le cas. Alors, on verra bien, mais pour moi, c'est moins de 9 victoires et demi pour les Bengals. Pour toi? Plus ou moins 9 victoires et Évidemment. demie à Cincinnati cette année. Évidemment, si je viens de vous faire un plaidoyer sur le fait que les Bengals vont remporter le titre dans le nord de l'AFC, donc je vais dire plus. Je pense qu'on va signer une troisième victoire, une saison de 10 victoires sous Zach Taylor, parce que pour tout ce que je viens de dire, je pense que on est en mode win now, là. On veut gagner maintenant. On veut pas. Joe Burrow arrive, quoi, il a 30 ans maintenant? Il arrive la trentaine s'il ne l'a pas déjà. Je pense qu'on voit les années défiler avec Joe Burrow tranquillement, pas vite, là, puis on se dit qu'on est en train de gaspiller des années d'un quart incroyable. Je pense que les Bengals ont décidé enfin de dépasser. C'était contre leur nature. Je pense qu'on y va pour cette année. Je pense qu'on pourrait. On a des objectifs bien précis, c'est de faire un bon bout en éliminatoire. OK, alors on va voir. On ne s'entend pas là-dessus. Joe Burrow, 29 ans. Il va avoir 30 ans le 10 Ben, c'est décembre. ça. Ah, Oui, c'est ça. voilà. Mine de rien, hein. Mine de T'es rien. rendu à 30 ans. Oui, écoute, il n'y a pas Josh Allen aussi, tu sais, Patrick Mahomes, tous ces Mhm. carrières-là, là, tu sais, mine de rien, là, c'est ça, là, ils arrivent dans la trentaine, là, c'est fou comment ça passe vite. Ben écoute, Marc-André, on va se tourner du côté du volet du volet Fantasy Football, oui, pour les Bengals, en commençant avec Joe Burrow, bien sûr. Alors, quoi tu t'attends pour lui, là, en termes de Fantasy Football cette saison? Écoute, Joe Burrow, c'est facile. C'est une question de blessure parce que lorsqu'il est sur le terrain, on l'a vu la saison dernière aussi, il a été le carrière numéro 5 au niveau fantasy à son retour là, en fin de saison, lorsqu'il a complété la saison. C'est un quart top 5 que vous allez repêcher dans le top 5. C'est un choix de cinquième ronde en ce moment, Joe Burrow. Et je pense que c'est toujours un problème avec Joe Burrow, c'est qu'il ne court pas beaucoup. Il court moins que des Lamar Jackson, des Josh Allen. Donc, je pense qu'il y a quand même un plafond plus limité que ces gars-là pour accéder, mettons, à être le quart numéro 1 au niveau fantasy. Même, tu te souviens, il y a 2 ans, il a lancé 43 passes de toucher. Puis, il n'a pas terminé au premier rang non plus au niveau fantasy. Donc, pour Joe Burrow, pour terminer au premier rang, ça va prendre une saison plus qu'exceptionnelle. C'est peut-être ça un peu sa limite, mais quart top 3, quart top 5, assurément au niveau fantasy, là, c'est une vedette au niveau fantasy à la position de carrière. Maintenant, un joueur au sein de cette attaque potentiellement prolifique qu'on n'a pas mentionné, c'est le demi à l'attaque Chase Brown, qui a vraiment connu une belle saison l'année dernière. Il a été un des rares points positifs des Bengals en 2025. Qu'est-ce que tu penses de lui pour la saison à venir maintenant? Il a été le troisième porteur de ballon en termes de points par match avec Joe Burrow la saison dernière. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se souvient, il n'avait pas connu un bon début de saison avec le carrousel de carrière qu'on avait réservé au niveau des Bengals, chez les Bengals. Euh, il est repêché en ce moment comme porteur de ballon numéro 11. Donc, c'est un choix de milieu de deuxième ronde. Mais je pense sincèrement que Chase Brown a un potentiel d'un porteur de ballon top 5 au niveau fantasy. C'est justement tout le monde est en santé et si l'attaque explosive des Bengals fonctionne à plein régime. Moi, Chase Brown m'a vraiment impressionné l'année dernière, tu sais, parce que c'est pas nécessairement un gros porteur de ballon, mais je ne croyais pas qu'il pouvait être, ben, c'est ça, aussi productif au sol, par la passe, tu sais, d'être réellement le porteur de ballon numéro un là, d'une équipe. Je ne croyais pas qu'il avait, ben, c'est ça, qu'il était assez tough, si tu me permets l'expression, pour le faire. En tout cas, ça a été une belle révélation pour moi à Chase Brown l'année dernière. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il peut faire ça, connaître le même genre de saison lors de 2 années consécutives, ça reste à voir, on verra bien. Maintenant, T. Higgins, possiblement le meilleur receveur numéro 2 de toute la NFL.
Alors, qu'est-ce que tu penses de son potentiel ouais, pour la prochaine saison de Fantasy? Peut-être juste dire en premier lieu que je parle pas de Jamar Chase, parce que Jamar Chase va être le premier receveur ou le Ouais. deuxième receveur repêché dans le top 5 de vos. Tu sais, c'était quand même repêché Pas mal Jamar évident. Chase Ouais. en première ronde. Ouais, voilà. Je vais parler plus de T. Higgins. Lui aussi, là, c'est une question de santé. Peut-il demeurer en santé? Receveur numéro 5 pour les points par match en 2024 et le receveur numéro 14 pour les points par match en 2025. Donc, lorsqu'il est en santé, il est hyper productif. Comme tu l'as dit, solide receveur numéro 2, potentiellement l'un des meilleurs de la ligue, avec George Pickens peut-être en ce moment à Dallas, qui est avec CD Lamb. Ah, ouais, ouais, Mais ouais, c'est vrai. je trouve que T. Higgins, en ce moment, c'est George Pickens, mais 12 rangs plus loin au niveau fantasy. C'est un choix de troisième ronde en ce moment, alors qu'on repêche George Pickens en fin de deuxième ronde. Vous pouvez avoir Higgins peut-être 10, 12 rangs plus loin. Donc, c'est une aubaine à ce niveau-là. Comme je vous le dis, s'il est sur le terrain, il va produire. C'était juste parfois les blessures. Ça n'a pas été un gars qui a été épargné par les blessures au cours des dernières années. Ouais, c'est vrai qu'il rate des matchs là, souvent. Là. Ça, tu fais bien de le Mhm. mentionner.